Alors, la quatrième de cette late breaking, ça s'appelle POP-HT, c'est une étude qui s'intéresse cette fois-ci à l'hypertension de la femme enceinte. C'est bien ça? Oui, alors ça, c'est très intéressant aussi. On sait, et on le sait de plus en plus, que les femmes qui font un désordre hypertensif de la grossesse, donc une prééclampsie ou une HTA pendant la grossesse, vont avoir un pronostic cardiovasculaire qui va être catastrophique dans le futur, avec un surrisque de mortalité qui est majeur, un surrisque d'événements cardiovasculaires qui est majeur, et un surrisque de démence, on y revient, qui est majeur, avec des démences parfois très précoces à 50-60 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces femmes qui font ces désordres hypertensifs de la grossesse, c'est quand même 10% des grossesses, hein, donc c'est quand même hyper fréquent. Et en fait, ce désordre démasque une pathologie microvasculaire latente chez ces femmes qui va s'exprimer au cours du temps. Sauf que ça, en fait, une fois qu'on a dit ça et qu'on a repéré ces femmes, on a beaucoup de mal à les protéger. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la période après la grossesse, elles ont un bébé à gérer, donc elles sont pas très disponibles pour les conseils de prévention cardiovasculaire. Et puis nous, les médecins, quand on voit ces femmes-là après la grossesse, souvent elles vont bien, en fait. Elles vont bien, la pression parfois s'est normalisée, et donc on a du mal à être agressif sur ce groupe de patients. Et pourtant, on sait que ces patientes, elles vont se dégrader dans le futur. Le message de cette étude, il est hyper intéressant. Il part du constat qu'en fait, les modifications pathologiques pendant la grossesse mettent à peu près 6 semaines à se normaliser, et qu'en fait, ce qui est pronostic du devenir de ces femmes, c'est surtout les séquelles qu'il reste à 6 semaines en termes d'hypertension artérielle et en termes de cardiopathie, de modification cardiaque. Et donc, eux se disent, peut-être qu'on a une fenêtre et que pendant 6 semaines-là, il faut vraiment traiter la pression artérielle de façon très intensive pour que la récupération vasculaire et cardiaque soit excellente et que du coup, le pronostic de ces femmes soit meilleur. Et donc, ils essayent ça. Ils prennent ces femmes qui ont des désordres hypertensifs de la grossesse, qui à la sortie ont toujours une hospitalisation, à la sortie de la maternité, et les randomisent, un suivi classique à 7 jours et à 6 semaines avec la sage-femme ou le médecin, versus un smartphone qui va leur demander de reprendre leur pression artérielle régulièrement, qui va transmettre ça au médecin, et le médecin va titrer de façon agressive, à nouveau avec un protocole, les traitements antihypertenseurs. Et on va regarder à 9 mois comment vont ces femmes, et on va les réévaluer avec une MAPA, avec une épreuve d'effort VO2, une IRM, une prise de sang et un fond d'œil. Alors là, c'est la présentation préliminaire, on n'a pas toutes les données, mais on sait qu'ils ont réussi à randomiser 220 patientes, 32 ans d'âge moyen, 60% de prééclampsie, 40% d'HTA gravidique classique, et que grâce à la stratégie application et titration, à 9 mois, la pression artérielle diastolique, c'était ça leur critère, est plus basse de 6 mm de mercure dans le groupe intervention, en MAPA à 9 mois. Mais ils se rendent aussi compte que en fait, la plupart des femmes normalisent leur pression et qu'on peut arrêter le traitement, que les réhospitalisations non programmées sont diminuées de 75%. Alors là, on n'a pas les détails, on attend l'article pour les avoir. Et ils se rendent surtout compte que le cœur a un remodelage positif plus important dans le groupe des femmes qui a été traité de façon agressive en post-accouchement. Et donc là, c'est un message intéressant. On n'a pas d'événement encore. On ne sait pas si ça va se traduire par une meilleure protection de ces femmes-là. Mais on a des critères intermédiaires qui nous disent qu'en fait, on a une fenêtre vraiment en post-accouchement, qu'il ne faut pas lâcher ces femmes, il faut vraiment les contrôler, les protéger, et que peut-être comme ça, on pourra leur éviter le pronostic cardiovasculaire extrêmement défavorable qui leur est aujourd'hui malheureusement promis. Donc c'est une bonne nouvelle et ça va être une étude à suivre et j'imagine qu'on aura plus de données dans le futur. Il y a une question dans le chat, c'est Dr Naili qui nous dit qu'elle reçoit souvent d'urgence des patients sous-diurétiques avec régime hyposodé, avec des hyponatrémies et des troubles neurologiques. Est-ce que vous pourriez en dire un mot, s'il vous plaît? Je pense que les petites doses d'hydrochlorothiazide, est-ce que vraiment ça donne des hyponatrémies ou pour moi, parce que je ne vois pas. Ça peut malheureusement, et c'est pas, évidemment, tous les malades ne présentent pas cette hyponatrémie, mais c'est possible, c'est effectivement décrit. Alors, en dire un mot, il y a plusieurs façons de répondre. La première façon de répondre, c'est que normalement, le diurétique thiazidique, maintenant, dans le protocole de titration qui est très bien décrit, ça vient en 3e ligne. Et donc, il faut le donner, pas le plus tard possible. Mais tous les patients en mono et en bithérapie, normalement, à ce stade, ils n'ont pas de diurétique thiazidique, sauf s'ils ont une comorbidité qui le demande. Mais pour l'hypertendu conventionnel, normalement, non. Et donc, si on fait le régime hyposodé, qu'on fait tout le temps et qu'on ne met pas de diurétique thiazidique, on ne s'expose pas à une hyponatrémie, premièrement. Ensuite, quand on met des diurétiques thiazidiques, on fait un ionogramme à 7 jours, ça c'est assez classique, pour voir s'il y a une hyponatrémie, et s'il y en a une, ce sont des choses qui arrivent. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est changer de classe thérapeutique.
Donc, on peut soit passer à un diurétique de lance, soit passer à la spironolactone. Et normalement, il n'y a pas de réaction croisée dans ces cas-là. Juste une question par curiosité. La recommandation officielle, c'est de privilégier un inhibiteur calcique à un diurétique calcique en deuxième intention ou c'est pas officiel, c'est une préférence générale, on le voit bien dans nos prescriptions, mais moi je pensais qu'on avait le choix. Alors, tu as raison, Walid, on a le choix. Ça dépend vraiment du type de recommandation qu'on a. Le NICE a fait des recommandations simplissimes, où là, tu choisis en première ligne IECRA2 chez un patient plutôt jeune à peau blanche ou inhibiteur calcique chez un patient un peu plus âgé, plus de 55 ans, à peau noire. En deuxième ligne, tu associes les deux. Et en troisième ligne, tu rajoutes le diurétique calcique. Moi, c'est une recommandation que j'aime beaucoup par sa simplicité. Mais si tu lis les recommandations européennes, et celle auxquelles tu penses, effectivement, tu as le choix en deuxième ligne de faire bloqueur du SRA plus calcique ou bloqueur du SRA plus diurétique. Moi, je préfère vraiment le NICE pour plusieurs raisons, et notamment par la simplicité que ça a. Le diurétique peut induire effectivement un certain nombre de problèmes. Et si tu as des problèmes, tu vas devoir revoir le malade, changer le traitement. Lui, il va perdre un peu en confiance parce qu'il a eu des événements indésirables. Et donc, en tout cas, moi et à Bordeaux, globalement, la pratique qu'on a, c'est vraiment d'être monomaniaque. On ne se pose pas la question. Et c'est bloqueur du SRA ou calcique, puis les deux, puis diurétique. Mais ce n'est pas une faute de le mettre. Pour ça, j'aimais bien quand la SFHTA sort des recos, elles sont assez simples aussi. Et j'aime bien les messages quand ils sont simples, c'est pour des messages pratiques. Et je te remercie. Ça nous fait un beau sujet de session à venir. Quelles recommandations suivre? Et ça peut être un topo, les messages pratiques pour le médecin. C'est génial. Énorme gratitude d'avoir été avec moi ce dimanche. On a énormément de monde qui sont connectés.